Gilets jaunes, retraite, climat, violence policière, de nombreuses mobilisations citoyennes ont marqué ces dernières années. Urbains, ruraux, minorisés, jeunes, syndiqués sont descendus dans la rue pour se faire entendre par la classe politique, même si nos dirigeants sont souvent restés insensibles à leurs revendications. Dans cette série de vidéos, on a voulu analyser les freins comme les moteurs à la révolte populaire. Psychologiques, sociologiques, médiatiques ou encore culturels, les obstacles sont nombreux. Des mécanismes qui peuvent nous animer comme nous paralyser, individuellement comme collectivement. Bienvenue dans Révolte. Je suis là parce que je considère ce gouvernement complètement illégitime. J'entre en grève de la faim. Les 6 cortèges différents qui sont en train de partir. Ça aurait pu être eux qui sont morts le 27. C'est pour ça que les gens ils se révoltent. Parce que c'est trop. Parce que c'est trop. Dans notre dernier épisode, on a mis la focale sur les Gilets jaunes. Et surtout sur le profil contestataire des citoyens de ce mouvement sans pareil. Mais derrière les biais psychologiques, les raisons individuelles ou collectives à se révolter, qu'est-ce qui fait tenir, voire réussir ces mobilisations? Qu'est-ce qui embrase ou éteint ces mèches révolutionnaires? Et à l'ère de l'information, les journalistes jouent un rôle central dans le récit de ces luttes. La mise en lumière fidèle, le passage sous silence ou la déformation des faits influencent la perception des mouvements sociaux. Des variables qui ont été bien visibles pendant les Gilets jaunes, mais qui sont encore plus palpables dans le traitement médiatique des révoltes en quartier populaire. Clichy-sous-Bois s'embrase. 400 émeutiers lancent des bouteilles et des cocktails Molotov sur la police, qui réplique à coups de balles en caoutchouc. En 2023, après la mort de Nahel M, les émeutes ont duré 6 jours, mais elles ont fait beaucoup plus de dégâts. Ziad Benna et Bouna Traoré électrocutés en fuyant la police. Adama Traoré étouffé par un policier. Nahel Merzouk abattu à bout portant par un agent. 4 morts dramatiques parmi le millier de décès lors d'interventions de police depuis une cinquantaine d'années. Et en conséquence, des contestations explosives et de multiples manières de les raconter. Ce sont des crimes policiers pour les familles endeuillées, des violences d'État systémiques pour les associations engagées, des décès dramatiques pour une certaine partie de la classe politique, et un ensauvagement des banlieues pour d'autres. Mais alors dans les médias, on raconte quoi? Est-ce qu'on doit plutôt parler d'émeute, qui est un terme négatif, qui fait plutôt référence aux violences, ou plutôt de révolte, et donc des injustices liées à ces mobilisations? Et à qui est-ce qu'on doit donner la parole pour ne pas mettre en lumière que les violences, mais aussi les raisons, la légitimité et les vrais responsables de ces débordements? Pour creuser le sujet, on a interrogé Noman. Il est photoreporter, engagé dans le récit des mouvements sociaux et des quartiers populaires. Et pour lui, entre 2000 et 2026, le traitement médiatique des quartiers populaires, il va pas forcément en s'arrangeant. En effet, il y a un parallèle qui est fait et qui peut être fait à juste titre sur la mort de Nahel et de Ziad Bouna, parce que c'est des morts qui ont donné lieu à des révoltes. J'ai l'impression que malheureusement le traitement il n'a pas tant changé que ça. Voire sur certains points, il se dégrade un peu. Il y a aussi des narco-bandits qui métastasient les banlieues ou les villes de banlieue. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du jour. C'est pas un des sujets aussi de l'insécurité pour ceux qui vivent dans ces endroits, en tout cas, c'est pas le sujet du jour, puisque là, on est quand même réunis pour la question de l'hommage à Ziad Benna et Bouna Traoré. Évidemment, mais on peut extrapoler. Il y a 20 ans, il y a des médias qui sont quand même venus dans les quartiers populaires pour parler aux habitantes et habitants. Enfin, à la suite de la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, ils ont quand même essayé de documenter un peu les révoltes en allant vraiment en bas des tours, en allant rencontrer les gens, en leur donnant la parole. Et il y a quand même une parole des premiers concernés qui a été mise en avant. Pas toujours très bien, souvent trop peu. Ils ont pris en chasse et le pire, c'est qu'ils les ont laissés là-bas sans appeler les pompiers. Et que c'est un jeune d'ici qui a appelé les pompiers. Une enquête est rapidement ouverte. Mais aujourd'hui, force est de constater que sur les 20 ans de leur mort, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc il y a des articles, tout le monde en a parlé, mais on a l'impression que tous les papiers sont écrits depuis des bureaux parisiens. On parle d'émeutes et pas de révolte, on ne parle pas vraiment des causes. Alors oui, aujourd'hui, je pense que tout le monde sait qu'il y a 2 jeunes qui sont morts électrocutés. On sait à peine leur nom de famille, on ne sait pas trop pourquoi ils sont morts, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et surtout, on ne sait pas pourquoi ça a enclenché ces révoltes-là, en fait. Et en effet, le choix des images, il est problématique. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne va pas montrer des gens qui vivent ou qui luttent, on va montrer les effets les plus durs et les plus violents de ces révoltes-là. Et ça, c'est pas anodin.
On va te montrer, je sais pas, tu vois, des jeunes, des corps torse nu, cagoulés, avec beaucoup de feu, avec une barre de fer, un truc. Et on va cristalliser sur, il y a des révoltes, donc en effet, il y a une poubelle qui brûle, une voiture qui brûle, et ça m'arrive de le faire. On est un peu comme des mouches sur un morceau de viande, c'est-à-dire qu'on va tous se jeter dessus avec nos caméras, nos appareils et tout, pour montrer ça, quand tout autour, en fait, on a des gens qui essayent juste de se faire entendre et de vivre dignement. Pour Nauman, raconter les mouvements sociaux, c'est pas juste raconter les faits à l'instant T. X voitures brûlées, nombre de manifestants, révoltés ou vitrines cassées. En ne filmant que l'explosion des violences en quartier populaire, on fait du sensationnalisme. Mais plus grave encore, on crée de la peur et de l'incompréhension. Un traitement médiatique délétère des luttes sociales. Parce qu'en invisibilisant les raisons de la révolte, on pousse spectateurs, militants, citoyens et élus à condamner. Maintenant, vous n'allez pas me demander... Vous les condamnez. Attendez, madame, je ne sais Vous pas... les condamnez? Oui, mais ça, je connais ça, c'est un numéro classique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous entendiez ce qui se passe dans la rue? Des violences, Sandrine Rousseau, vous la se passe dans la partagez ou rue? pas? Comment faut-il La condamnation des violences. Vous condamnez le Hamas. Le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous le condamnez? Alors que quand on analyse un peu plus en profondeur les raisons socio-économiques à tout ça, les discriminations, les violences policières, le racisme subi par les jeunes concernés, eh ben on y voit un peu plus d'injustice que de violence gratuite. Non, en fait, je pense que personne ne se lève un matin en disant « Tiens, bah, tout va bien dans ma vie, mais je vais aller brûler une voiture de flic ou me cagouler pour casser une banque. » Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui pousse un individu ou une foule d'individus à faire ça. Et ça, ce travail-là, il est fait par des sociologues, mais il devrait être fait aussi par des médias et par des journalistes qui sont, encore une fois, très souvent déconnectés de ces réalités-là. Pourquoi il y a autant de banlieues dans toute la France qui se mettent en révolte? C'est pas uniquement la mort de ces deux jeunes-là que beaucoup ne connaissaient pas. C'est qu'en fait, ça fait écho à un truc de dire, bah, on rentre du foot, on se fait courser par les flics alors qu'on n'a rien fait, et ça évoque en fait chez beaucoup de monde des humiliations quotidiennes et une série comme ça de violences allant du contrôle et de la palpation quasi quotidienne, voire multi-quotidienne, à des faits de violence beaucoup plus graves. Et donc du coup, ces phénomènes-là, la mort de Nahel, la mort de Ziad Ebouna, ça réveille chez des gens, en fait, c'est pour ça qu'on parle évidemment de révolte, c'est que ça réveille vraiment un besoin, en fait, d'exister, de se faire entendre et de dire que ce qui se passe, c'est pas normal. Tu vois, sur le sujet que du coup, le reportage que j'ai fait à Clichy, donc je suis allé vraiment au pied des immeubles où habitait Ziad Ebouna, j'ai croisé 5 jeunes qui allaient au foot et qui me disaient que tous les jours, plusieurs fois par jour, ils avaient 15-16 ans. Ils se font contrôler par les flics. Tous les jours par les mêmes flics en bas de leur même immeuble, et tous les jours ils m'expliquaient que les flics sortent, alors ou bien en tout cas avec les gazeuses à la main à chaque fois, ou bien parfois avec le flashball, des fois ils sortent, boum, ils tirent au flashball et ensuite ils interpellent des jeunes qui font rien, qui sont en bas de chez eux. Et ils nous racontaient que 2 jours plus tôt, les flics sont venus en bas de chez eux et on leur a mis des amendes parce qu'ils squattaient un hall alors que c'est leur hall. C'est-à-dire qu'on reproche à des jeunes de 15 ans d'être en bas de chez eux, on leur reproche quand ils se déplacent, s'ils décident d'aller... pas de prendre les transports en commun, d'aller à Paris, on va leur reprocher d'aller à Paris, on va leur trouver un prétexte pour les verbaliser. Enfin, en fait, il y a une envie de contrôler comme ça les corps d'habitantes et habitants de quartiers populaires. Et ça, c'est pas, cette parole-là, on l'entend pas assez dans les médias. Et pour ça, il faut, encore une fois, c'est pas à moi de le raconter. Ce qu'il faut, c'est aller dans les quartiers populaires, rencontrer les habitantes et habitants, faire du travail de terrain. Et pour moi, c'est ça le journalisme auprès des gens. Enfin, c'est ça qui a du sens, en fait. Et puis, ça peut faire écho aussi à ce que subissent des jeunes en ruralité. Bah tiens, c'est intéressant, j'avais jamais pensé qu'un jeune de Clichy pour aller à Paris, c'est tout un périple. Bah moi, pour aller dans la ville la plus proche, c'est tout un périple aussi. Et j'ai d'autres problèmes qui sont liés aussi à ma condition sociale. Et ça pourrait éviter que la fracture s'agrandisse, mais qu'au contraire, les gens se rassemblent et se retrouvent sur des choses similaires. Si le journalisme n'a évidemment pas pour but de fédérer les luttes, il a comme devoir de les raconter au mieux, au plus près des différentes dimensions du réel. Dans le métier, on appelle ça des angles. Raconter le quotidien des jeunes, les violences policières, le vandalisme pendant les nuits de révolte, mais aussi l'abandon politique de ces quartiers sont autant d'angles à traiter. Et en occulter un ou plusieurs en permanence, bah c'est se mettre des œillères. Ou alors en avoir sans le savoir. C'est pour ça que pour bien le raconter, bah faut y aller ou en connaître les réalités. Des pratiques journalistiques à repenser à l'ère du numérique et de la précarité du métier, mais aussi un combat pour la diversité sociale et culturelle dans les rédactions. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on peut pas se réveiller la veille des 20 ans de la mort de Ziad Ebouna et se dire tiens, faut qu'on fasse un papier, et donc qu'est-ce qu'on va dire, bon bah, et on gratte quelques lignes.
C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut prendre le temps long, en fait, sur les médias, parce que les médias ne font plus beaucoup. Même moi, tu vois, là, pour prendre un exemple, j'ai essayé d'illustrer un reportage sur les 20 ans de la mort de Ziad Bouna, et on se rend compte que c'est pas évident. Même si on va sur le terrain, même si on rencontre les gens, on est face à des gens, la plupart du temps, qui ont une grande défiance des médias, que ce soit dans les manifestations, dans les quartiers populaires, en ruralité, des gens qui sont très déconnectés, en fait, du fait médiatique, et en tout cas du traitement médiatique, et du traitement qui leur est fait. Et donc quand tu rencontres les gens, les habitantes, les habitants, bah, ils n'ont pas forcément envie de parler, parce qu'il y a un manque de confiance qui est évident. Et typiquement, tu vois, si tu veux faire un sujet dans un quartier dans lequel tu n'as jamais mis les pieds, bah, ça va être, je sais pas, contacter les assos de terrain qui sont là depuis des années, qui sont au pied des immeubles, rencontrer des actrices et des acteurs qui sont dans ces quartiers-là. Et c'est pour moi la porte d'entrée la plus évidente. Mais ça demande du temps, ça demande un peu de rigueur, ça demande un peu de sérieux. Et voilà, ça demande de ne pas déconner derrière, quoi, parce que les gens, ils nous confient une parole, et c'est aussi comment tu valorises cette parole, comment tu la mets en avant, et comment t'orientes pas, en fait, la parole des gens et le récit des gens avec toi, tes propres préjugés. Ouais, j'ai envie de croire que c'est mieux chez les médias indépendants sur ces sujets-là. Je pense qu'en tout cas, il y a une vraie prise de conscience que les rédacs peuvent plus être uniquement blanches et avec une reproduction sociale très forte. Il y a souvent des gens qui ont les mêmes profils, qui ont fait les mêmes écoles, etc. Donc je pense qu'il y a des volontés de changement, mais qu'en effet, les volontés de changement, elles s'accompagnent, et c'est pas évident. Il faut aller chercher des gens, faut ouvrir la rédac, et c'est pas facile, je pense, pour des milieux qui sont un peu fermés, d'ouvrir une rédac. Ça prend du temps, parce que tu peux pas envoyer comme ça des journalistes, des pigistes, bosser sur ces sujets-là pour gratuit. Donc en fait, ça prend du temps, ça prend de l'argent, et c'est les rédacs qui ont le moins d'argent. Donc en effet, c'est une équation qui est un peu difficile. Avec Reporter, par exemple, tu vois, on arrive quand même à beaucoup ouvrir la ligne. Donc sur les questions écolo, mais sur les questions d'écologie populaire, donc notamment à travers la réalité des habitantes et habitants de quartiers populaires. Et donc c'est des choses que j'arrive à couvrir en photo. Et après, il ne faut pas non plus, je pense, que les rédacs assignent forcément ces sujets-là aux gens de la rédac qui sont issus de quartiers populaires. De dire, bah tiens, vous deux, vous êtes soit racisés, soit issus de quartiers populaires, donc vous allez dans les quartiers populaires, et on va vous cantonner un peu à traiter la question des quartiers populaires. Tu vois qu'il y a une espèce de charge... je dirais la charge sociale des journalistes issus de quartiers qui serait un peu la caution, ou tu vois ce que je veux dire. Un constat qui est chiffré par l'Arcom est particulièrement probant à la télévision. 15% seulement de personnes perçues comme non blanches apparaissent à l'écran, journalistes ou interrogées. Mais on peut aussi noter qu'il y a seulement 20% de femmes dans les postes de direction des grands médias. Sans surprise, le profil type dans l'audiovisuel, un homme blanc CSP+, de 40 ans. Et là, j'en vois venir certains, vous allez me dire, on n'est pas obligé d'être concerné pour en parler. Certes, le fait est que dans les grands médias, ce sont rarement les minorisés qui font l'actualité. Le chiffre le plus fou, c'est celui des classes populaires, des plus précaires, avec 0,8% de temps d'antenne. Même pas 1% des programmes. Et du coup, cette invisibilisation, elle a forcément un impact sur la représentation des luttes, et donc forcément aussi de leur capacité à se faire entendre de la classe politique, de leurs employeurs, ou de l'opinion publique. C'est justement tout le travail de No Man, pendant des révoltes urbaines, mais aussi des mobilisations de travailleurs. Donner de la place aux luttes sociales pour montrer que des victoires sont possibles. Ouais, pour moi c'est hyper important donc de suivre en fait les gens qui sont en grève, en bagarre. Il y a quelques années, j'avais couvert pendant 15 mois la grève des postières et postiers du 92. Ils sont mis en grève suite à un licenciement abusif et qu'on menait des actions vraiment hyper courageuse d'occupation du siège de la Poste. Enfin, tu vois, ils ont fait vraiment des choses très fortes. Ça n'a intéressé aucun média, ou très très peu. Quand ils en parlaient, ils prenaient une illustration du logo de la Poste pour dire, tu vois, c'était 3 lignes. Alors qu'on parle d'une centaine de salariés de la Poste qui sont en grève pendant 15 mois, qui n'ont plus de salaire, du coup, qui doivent s'organiser, même en interne, tu vois, il y a une sorte d'auto-organisation. Bah, en fait, comment tu nourris ta famille, comment tu manges quand pendant 15 mois tu fais grève, et comment à la fin, t'en sors la tête haute en gagnant en dignité, en te faisant plus écraser par tes cadres, etc. etc. Sur Hospitality, c'est pareil. Ils n'étaient pas très nombreux, hein. Ils étaient une petite dizaine à peine qui ont décidé du jour au lendemain de se mettre en grève contre la boîte de sous-traitance. Ils sont moins bien payés que les salariés de l'hôtel et ils ont des conditions de travail qui sont vraiment hyper difficiles. Enfin, tu vois, ils ont des cadences imposées, un nombre de chambres par heure. Enfin, c'est vraiment très difficile, ce qui fait que très tôt dans leur vie, assez jeunes, ils ont des problèmes de dos, des problèmes tu vois, enfin des problèmes corporels. Et c'est comment en fait tu rends compte de ça aussi en photo et en récit, et comment tu montres en fait que y a 8 salariés qui occupent le hall d'un hôtel et qui demandent à se faire respecter.
Et pour moi, ça c'est hyper important. C'est pas des sujets qui intéressent trop les médias, en vérité, parce que, comme tu dis, c'est très petit. Mais pour moi, cet exemple de 8 personnes qui bloquent, enfin, tu vois, qui se mettent devant l'hôtel et qui font du bruit, qui se font entendre, qui se confrontent un peu à la clientèle de l'hôtel, qui discutent et tout ça, pour moi, c'est hyper important de les visibiliser, déjà parce que c'est très courageux, de juste refuser un ordre ou répondre un truc à un cadre au-dessus de nous quand on a un salaire très bas, qu'on est intérimaire, qu'on est en sous-traitance et qu'en fait, on peut se faire dégager comme ça. Et pour moi, ça permet aussi de comprendre, en fait, à la chaîne, les dysfonctionnements du capitalisme et les conditions de survie. Et là, pour moi, c'est vraiment ça la lutte de classe, quoi. C'est vraiment des gens d'en bas qui se font entendre et qui gagnent en dignité. Et le mettre en avant dans les médias, ça devrait être hyper logique, en fait. Je sais pas, imaginons, aux 20h, tous les soirs, il y a un focus sur une lutte locale. T'es dans ta petite boîte, tu vois à la télé qu'il y a des gens qui sont dans la même petite boîte, à l'autre bout de la France, qui se mettent en bagarre, qui se mettent en grève et qu'ils peuvent gagner. Bon, bah déjà, en fait, toi, dans ton rapport à la lutte et à toi-même, à ton individu, ça a du sens. Et petit à petit, ça pourrait, en fait, complètement s'étendre. Mais c'est sûr que si tu invisibilises tout ça, que tu étouffes un peu ces révoltes, médiatiquement, j'entends, et puis que d'un coup, ça sort, bah, en fait, en face, tu as beaucoup de gens qui comprennent pas, qui savent pas ce qui se passe. Si en plus, c'est mal expliqué, bon, bah, en fait, encore une fois, ça passe pour un truc de sauvage, c'est une manif, ouais, ils ont tout cassé à la manif, on n'en sait pas plus. Mais en fait, on a besoin, je pense, de journalistes qui font ce boulot-là pour expliquer encore une fois pourquoi on décide d'arrêter le travail quand on est femme de chambre à l'hôtel Ibis ou dans un palace sur les Champs-Élysées. Et si on a une vision de ça qui est plus globale, qui est plus large à travers les médias, bah on se rend compte des enjeux, on se rend compte surtout qu'on peut le faire pour nous-mêmes, quoi. Laisser de la place aux petites histoires, même très locales, c'est aussi ça le journalisme. Montrer qu'on peut changer les choses à son échelle, tisser les ponts entre l'oppression qu'on peut subir à son travail ou dans son quartier. En bref, montrer la force du collectif pour résister aux injustices. Et l'organisation collective que ça nécessite pour gagner des batailles. C'est justement l'enjeu de notre prochain épisode. Comment bien s'organiser pour faire durer nos combats. Comment mobiliser et faire communauté, on en parlera avec Action Justice Climat dans l'épisode 5 de Révolte.